La mort. Un fait très étrange. On est tous confrontés à la mort, on a tous peur de mourir, on a tous vu un être cher mourir, que ce soit un animal de la famille, un ami. On est tous mortels. C'est vraiment quelque chose, un aspect qui nous touche tous. Concept qui, pourtant dans les comics, est presque ironique. Quand on regarde notamment dans les Big Two, la mort est censée être importante et pourtant elle est moquée. Combien de fois on nous a vendu un récit pour la mort d'un héros et au final, quelques numéros après, il réapparaît, réanimé, ou un clone, voire une autre version d'un univers alternatif, mais il est à nouveau là. D'ailleurs, très intriguant de se dire que, justement, dans ces univers, et notamment Marvel, on a une entité abstraite qui représente la mort, preuve logiquement de son importance, et pourtant, quand on regarde les récits, la mort n'est rien. Et pourtant, même dans les comics, on arrive à trouver des morts qui ont marqué les esprits. En 1988, Jason Todd est mort, tué par de nombreux coups de pied de biche, tué autant par le Joker que par les lecteurs qui ont voté pour sa mort. Même si le public le souhaitait, la façon dont ce jeune Robin est mort restera toujours marquante, que ce soit pour les lecteurs ou pour Batman. Il y a aussi, en 1982, Jim Starlin qui nous livre un des récits les plus poignants et les plus profonds de l'écurie Marvel. Il s'agit tout simplement de la mort de Captain Marvel. Un récit dans lequel Marvel ne mourra pas en héros, il mourra comme un simple mortel d'un cancer. Un récit profond sur plusieurs aspects, introspection de sa vie, tristesse, colère, incompréhension, on voit même l'amour des proches et leur souffrance. Un récit qui sera glaçant jusqu'à son dernier acte, que ce soit la mort de Captain Marvel sur son lit, entouré de tous ses amis, mais aussi de voir le héros embrasser la mort, la prendre dans ses bras pour dire qu'il accepte cela, se terminant ainsi par des larmes et une tombe. Mais il y a une mort qui aurait pu être tout aussi brutale, voire même plus choquante, plus marquante. C'est la mort de Hank Pym. Il n'est pas mort en héros, comme Jason Todd, ni même de la maladie, comme ce fut le cas pour Marvel. C'est un mal beaucoup plus profond qui le rongeait. Et c'est en 1987, dans l'issue numéro 17 des West Coast Avengers, que cela va se passer. Cette mort, c'est tout simplement le suicide de Hank Pym. Mais pour quelle raison Hank Pym voudrait-il se suicider? On le sait tous, c'est un personnage super important chez Marvel, un des membres éminents, un des premiers membres, les membres fondateurs des Avengers, un grand scientifique, un des plus brillants même sur Terre qui a découvert la particule Pym, un héros connu de tous, reconnu, qui a un énorme impact. Donc pour quelle raison un tel homme si brillant, avec un tel avenir, une tant d'importance, pourquoi voudrait-il se suicider? Une descente en enfer. C'est suite à une telle descente qu'il en arrivera là. Une accumulation d'erreurs, de doutes qui l'ont mené jusqu'ici. Il faut dire que durant quelques années, Hank Pym connut des choses très compliquées. L'une de ses premières erreurs fut la création d'Ultron, qui apparaît pour la première fois dans Avengers numéro 54. Une création qui, au départ, est tout simplement anodine, car Ultron 1 n'est qu'un robot domestique. Mais après sa rébellion, il commence à évoluer jusqu'à devenir Ultron 5. Un souvenir longtemps oublié de Pym, qui sera alors un véritable choc lorsqu'on apprendra cette origine dans l'issue numéro 58. Dans l'issue 60, c'est même encore pire. On apprend que Pym souffre de schizophrénie, suite à un accident qu'il a eu en laboratoire. Visiblement, les produits chimiques qu'il aurait inhalés auraient provoqué des troubles mentaux en lui. Troubles mentaux qui expliquent les nombreux changements d'identité de sa part. Et surtout l'apparition du très controversé Yellow Jacket. Et l'on peut comprendre que ces troubles mentaux sont très gênants, car dans le numéro 59, le Yellow Jacket décide de kidnapper la guêpe, l'embrasse de force et lui fait même une demande en mariage, alors que celle-ci ne sait même pas qu'il s'agit de Hank Pym, prouvant ainsi qu'il n'est plus réellement lui-même, mais une toute nouvelle personnalité. Mais tout ceci n'est que l'origine, le point de départ lointain de la vraie chute de Pym. Plus tard, Pym commença à entrer en véritable dépression. Ne trouvant plus aucun plaisir à jouer les héros, il voulait devenir avant tout un grand scientifique, mais sa vie n'était qu'échec. Sa seule trouvaille étant les particules Pym, une de ses créations, Ultron s'étant retourné contre lui, il n'était plus rien. N'étant que raté, sa dépression se changea en frustration, et très rapidement en colère, en voyant que sa femme, Janet, était de son côté complètement épanouie. Une véritable styliste, connue, gagnant énormément d'argent. C'est elle qui couvrait tous les revenus pour le couple. Hank se montrait ainsi souvent colérique envers sa femme. Il ne cachait pas sa colère et le couple commençait rapidement à être tendu.
chose que remarquèrent surtout les Avengers. Durant une mission contre Elf Queen dans le chapitre 212, Hank ne suivit pas les ordres de Captain. En attaquant l'Elf Queen, alors que celle-ci était calme et prête à se rendre en discutant à Captain, il ne fit que mettre le groupe en danger, car l'adversaire recommença à attaquer. Hank savait très bien qu'il était en danger, et Captain le convoqua même, ainsi que tous les autres Avengers, dans une cour martiale pour juger de son cas. Arrive alors le point de non-retour pour Hank dans le chapitre 213. Le point culminant de sa dépression. Connaissant d'avance le résultat de cette convocation, Hank construisit un robot créé pour attaquer le manoir des Avengers. Un robot dont seul Pym pouvait connaître la faiblesse. Un faux ennemi qu'il voulait vaincre aux yeux de tous pour montrer qu'il était encore un héros. Mais bien sûr, son plan ne fonctionna pas. Pym ne parvint même pas à arrêter le robot, et ce fut Janet qui le vainquit, montrant aux yeux de tous, aux yeux des Avengers, que Pym n'était qu'un menteur. Mais ceci n'est pas le pire, car dans ce chapitre 213, on vit surtout Hank Pym frapper sa femme. L'origine de ce geste, c'était tout simplement car Janet essayait de l'empêcher de créer ce robot, car elle essayait tout simplement de le convaincre que cette convocation n'était rien. Or, Pym, certaine de ce qui allait se passer, frappa sa femme par colère. Après cela, Hank n'eut plus rien. En effet, en ayant frappé sa femme, il perdit son couple. Il se retrouva dans un divorce. Il n'avait plus rien, car c'est tout simplement Janet qui faisait tous les revenus. En plus, il n'était même plus un héros. Les Avengers l'avaient directement viré par rapport à son geste, et surtout cette fausse mission qui avait mis l'équipe encore plus en danger par rapport à celle de l'Elf Queen. Il n'était plus rien, il n'était qu'un raté, et il errait donc seul dans les rues. Pym n'avait plus aucun but, jusqu'au jour où, dans le chapitre 217, il rencontra Egghead, un ancien super vilain qu'il avait déjà affronté par le passé. Egghead vint auprès de lui pour lui demander tout simplement de l'aider à mettre un bras bionique à sa nièce contre une somme d'argent. Vu qu'il était dans le besoin, Pym accepta. Mais le bras était un piège, et Patricia Starr, la nièce de Egghead, était alors sous son contrôle. Egghead menaça alors Pym de tuer sa nièce si celui-ci ne l'écoutait pas, et la mission qu'il lui confia était tout simplement de voler de l'adamantium appartenant au gouvernement. Hank fut alors forcé d'accepter la mission, et il fut alors stoppé par ses anciens amis, les Avengers, puis envoyé en prison. Il essaya bien de se défendre en disant que c'était Egghead qui le poussait à cela, mais l'ennemi était trop malin. En effet, il avait effacé toute trace, laissant alors pour seul coupable Hank Pym. Durant son séjour en prison, en plus, il y eut un fait assez éprouvant pour Pym. Ce n'était même pas le fait d'être enfermé et d'être en prison, ça il l'avait accepté. Par contre, en parallèle à ça, on avait Janet qui sortit avec Tony Stark. Et bien sûr, vu la célébrité d'un côté de Janet et de Tony Stark, et ben forcément, tous les journaux en parlaient. Et ainsi, nouveau coup dur pour Pym, il est au courant de cette liaison. En 1963, dans le chapitre 228, aura lieu le premier jugement du super-héros. Hank Pym sort de prison pour répondre de ses actes. Un événement d'une grande ampleur dans l'univers Marvel, car cela secoue tout le monde. Mais le jugement n'aura pas lieu, car Pym sera kidnappé par des hommes qui se disent être ses alliés et qui sont en fait des hommes de Egghead. Son ancien ennemi lui demande tout simplement de construire une machine spécifique, machine permettant à la base donc de rallonger sa vie. Mais Pym ne construisit pas ce qu'on lui demanda, il créa une toute autre chose dans le but de devenir plus puissant. Et ainsi, alors que Egghead lui demanda de tester la machine, Pym l'activa, devint plus puissant et affronta ses adversaires. Il s'agit d'un événement très important, car avec cette toute puissance, on voit enfin un Pym qui s'accepte, disant tout simplement qu'il n'est plus Ant-Man ni Giant Man, il n'est même pas Goliath ou le Yellow Jacket, il se dit être lui-même Hank Pym. Alors que Egghead allait tirer dans le dos de Hank, Hawkeye apparaît pour le sauver, tirant dans l'âme et tuant sans le savoir Egghead. Ainsi, une fois libéré, Hank est obligé de repasser devant le tribunal par rapport à tous ses méfaits. Mais tous témoignèrent pour lui et ainsi, par chance, Pym fut libéré. Il pouvait alors retrouver une vie paisible, il fit ses adieux aux Avengers, et il fit ses adieux à Janet, refusant même de rejouer les héros. Il préféra tout simplement redevenir un scientifique et pouvoir surpasser le fait qu'il avait eu de trouver les particules Pym et trouver donc de nouvelles inventions. Plus tard, il va même décider donc d'aider les West Coast Avengers, donc en consultant puis devenir leur serviteur, tel un Jarvis pour les Avengers, il sera le Jarvis des West Coast Avengers. Tout allait ainsi bien pour Pym, malgré une phase très compliquée. Mais s'il allait bien, après tout, il a eu une période compliquée, mais maintenant tout va bien, il redevient scientifique, il bosse pour les West Coast Avengers, il est content de sa vie, il est même avec Tigra, pour vous donner une idée, même si la liaison est un peu compliquée. Alors pourquoi, plus tard, se suicider?
Ça n'a aucune logique en soi. La manipulation. Même si Hank était heureux, il restait toujours seul. Il a fait une légère liaison avec Tigra, mais il aimait encore Janet. Ainsi, sa vie sentimentale était faible, et s'ajoute à cela un nouvel aimant, Ultron. Pendant très longtemps, celui-ci commençait à manipuler Hank, lui parlant tout le temps, l'appelant au téléphone, puis discutant avec lui. Il le manipula, car il existait plusieurs sortes d'Ultron, plusieurs versions de lui, et l'une se fit passer pour son fils. Ainsi, lorsqu'il fut menacé par les Ultrons, Wonder Man vint sauver directement Pym et tua Ultron. Sauf qu'aux yeux de Pym, Wonder Man venait de tuer son fils. Plus tard, Hank se retrouve même face à Shark, un ancien ennemi qu'il avait connu lors de ses périodes difficiles. Et en le revoyant, cela lui rappela tout ce qu'il avait traversé. Plus tard, il fut même plaqué par Tigra, car celle-ci avait changé, laissant alors Hank complètement seul et rempli à nouveau de colère et de solitude. Puis arrive donc la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un face-à-face contre Cyclone, lui aussi un ancien ennemi de Hank, qui le nargue sur le fait que Hank a toujours été un mauvais héros, un raté. L'enchaînement de ces trois événements, qui auront lieu dans le même chapitre, vont alors complètement détruire Hank. Ce chapitre numéro 16 sera fatal pour son moral. Dans le chapitre suivant, le numéro 17 de West Coast Avengers, on remarque directement, dès les premières pages, que tout va mal. On voit un Hank complètement déprimé, se remémorant les paroles de Cyclone. Alors que les West Coast Avengers de leur côté partent à l'aventure, Hank lui reste seul, il erre dans le manoir, avant de se retrouver et de réfléchir. Avant de passer à l'acte, il écrit plusieurs lettres pour ses amis, une pour Tony Stark, une autre pour Tigra, pour Thor, pour Captain et pour tous les autres Avengers. Ensuite, il lancera même un appel en visioconférence pour parler à Janet, son ex-femme. Durant la discussion, Janet sentira que quelque chose ne va pas, mais Hank, bien sûr, mentira en disant qu'il va très bien. Et surtout, lui-même est rassuré à la fin de cet appel concernant la condition de Janet, de voir qu'elle est libre, qu'elle est bien, et c'est ainsi ce qu'il avait besoin d'entendre avant de passer à l'acte. On retrouve ensuite Hank seul dans une pièce, assis sur une chaise, un pistolet à la main. On le voit lever son arme vers ses tempes. On le voit d'un côté hésitant, puis la case d'après complètement déterminé. La page se terminant alors sur Hank, fermant les yeux, un peu craintif mais prêt à tirer. Mais sans le savoir, Hank n'était pas seul. En effet, il fut sauvé par Firebird. L'intervention de l'héroïne n'est pas seulement d'arrêter Pym, mais aussi de le raisonner face à ce qui se reproche. Elle lui avoue qu'il n'est pas un bon héros sur le fait qu'il cherche à avoir un certain profil de héros, sans être le héros que lui-même veut être. Elle lui dit aussi qu'il est un brillant scientifique, et qu'il a découvert les particules de Pym, et qu'il ne doit pas oublier cela. Elle lui fait rapidement comprendre qu'il ne cherche qu'à ressembler aux autres, à la place d'être lui-même. Et ainsi, lorsque Hank comprend, il jette le pistolet à terre. Sans cette intervention, la mort de Hank aurait été sans doute la mort la plus effroyable que Marvel nous aurait livrée. Sa mort aurait déjà été définitive comme fut celle de Marvel. On ne peut pas ramener un héros à la vie après un tel récit, après de tels actes. Ils étaient tellement profonds, noirs et humains qu'on ne pouvait pas gâcher cela. Et pour moi, ce geste, ce récit est très important. Cette tentative de suicide possède bien des mots et sont très humains. Ça suit vraiment tous les codes d'une personne qui voudrait faire cela. Des descentes en enfer, une séparation, des moments de colère, de dépression qui l'ont voué à battre sa femme sans le vouloir vraiment, le fait qu'il trahisse ses amis pour essayer de se sauver lui-même, et malgré le fait qu'à un moment il se sente bien, qu'au final il s'est jamais réellement remis et que le moindre élément peut le refaire chuter. Que des éléments que tout le monde peut traverser, un récit totalement humain qui font de lui non pas un simple héros ou un grand scientifique, mais un homme comme tout le monde. Et comme tous ceux qui veulent se suicider, il fera ça seul. Il attendra que les West Coast Avengers soient partis, soient en mission, pour être sûr de ne pas les déranger, de ne pas être trouvé, et surtout de ne pas être secouru. Il veut faire ça en silence, seul, dans la honte, laissant seulement des lettres à ses amis, des lettres d'adieu, où il dit ses derniers sentiments, il explique son geste. Mais il fait cela seul, dans son coin. Même s'il n'est pas mort, cet acte est très profond, noir, humain, et respecte tous les codes. C'est un message à tous, pour tous ceux qui veulent se suicider, ou qui ont déjà essayé de se suicider, qui sont en dépression, ils peuvent se voir en Hank. Tous peuvent être aussi des Janet, qui n'ont pas remarqué la détresse des personnes qu'elles aimaient, ou d'avoir vu une personne qu'elles aimaient se tuer et la perdre. Et on peut tous aussi être des Avengers, les West Coast Avengers, qui n'avons pas vu la détresse de notre ami, disant juste qu'au final il était comme ça, et qu'on le laissait tomber, alors qu'en fait c'est pas la chose à faire. Et même Firebird, qui est là, qui n'est pas juste là pour le sauver,
mais pour le raisonner, nous donne un message de ne pas essayer de rassembler aux autres, de suivre un certain stéréotype, un prototype, mais juste d'être nous-mêmes et de l'accepter. C'est quelque chose de tellement profond que c'est pas juste un message pour Hank, c'est un message à tous, un message très important. C'est sans doute un des scénarios brillants et un des points très importants, une des périodes les plus importantes et les plus marquantes de Marvel. Parce qu'il faut se dire que c'était dans les années 80, tout comme la mort de Captain Marvel, et dans cette période aussi on a connu d'autres choses assez noires, j'en parlerai peut-être plus tard, mais c'était une période très humaine, très noire, très adulte, mais très impressionnante. J'espère que cette vidéo, assez sérieuse en soi, je sais, vous aura plu, que ce style comme ça aussi de vidéo, comment je l'ai faite, vous aura plu. Donc je vous dis ciao tout le monde, et à la prochaine.